La route du fleuve, un projet guyanais, c'est le nom de ce rapport dont on va parler ce matin et qui est le résultat d'un travail à plusieurs mains. Des élus, des experts et des chercheurs se sont réunis pour regarder à la loupe déjà les enjeux de ce projet. Car si la route sortira un jour de terre, les conséquences seront nombreuses pour les habitants. Le désenclavement routier du Maroni devra donc s'accompagner d'un vrai projet de développement sur le plan économique, social et culturel. Au total, 5 recommandations ont été faites par ce rapport. Pour en parler, le conseiller territorial Jessie Américain est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Jessie Américain. C'est vous donc qui avez avec Muriel Briquet mené un groupe de travail pour rédiger ce rapport. Je crois qu'il a été mis en place ce groupe de travail en août 2022. Déjà l'ambition de départ, c'était quoi exactement? Pour quelles raisons est-ce que vous avez souhaité réfléchir collectivement sur cette question-là? Premièrement, puisque la route du fleuve, ça fait un certain temps qu'on en parle. Et l'ambition de départ, c'était d'avoir des données relativement objectives pour savoir quelle était la faisabilité de ce projet. Donc c'est pour ça que nous avons lancé une démarche assez innovante sur le sujet, c'est-à-dire réunir, comme vous l'avez bien dit, réunir des élus et surtout des chercheurs, donc des historiens, des sociologues, des économistes, des géographes. Anthropologues aussi, il me semble. Des anthropologues, des archéologues, pour savoir quelle était la faisabilité de ce projet. Donc c'était ça l'ambition de départ. On le fait pas assez finalement d'essayer d'avoir une approche un petit peu globale pour ce genre de projet de développement en Guyane, mais comme ailleurs finalement. On le fait pas assez. C'est-à-dire, on l'avait fait un peu sur la partie Saint-Georges avec la création de l'observatoire homme-milieu de l'EAPOC en 2008 par le CNRS. Mais sur ce type de projet, il faut le faire, c'est important puisque il y a des populations qui habitent ces territoires avec des cultures et donc il faut prendre en compte l'ensemble de ces aspects lorsqu'on construit une infrastructure. Donc 1 an de réflexion, on va dire, de la mise en place de ce groupe de travail, c'est août 2022, vous avez commencé à vous y atteler quelques mois plus tard et ça a été finalisé au mois de décembre, c'est bien ça je crois, décembre 2023? Oui, il faut compter à peu près 1 an de travail entre l'installation du groupe de travail, donc on a eu des séances sur la participation effective des populations. Oui, on en reparlera sur évidemment. Le projet, donc voilà, donc du début jusqu'à la fin, à peu près 1 an, avec un rapport qui a été bouclé en décembre 2023 et qui sera présenté très prochainement à l'Assemblée plénière de Guyane. Oui, donc en fait, vous avez commencé à y réfléchir avant les annonces d'Emmanuel Macron quand il est venu en Guyane c'était au mois de mars, je le rappelle, il a demandé au génie militaire de réaliser une étude pour au moins tracer une piste améliorée entre Apatou et Papaïcheton. On parle de route du fleuve, mais est-ce qu'on ne devrait pas dire du coup piste du fleuve vu ce que le président de la République a annoncé, Jessie Américain? Et qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs vous de ce qui a été dit? Moi, ce que je retiens 2 choses de l'annonce du président de la République, des choses relativement positives. Oui. Premièrement, c'est que il reconnaît l'enjeu de la construction de la route, puisqu'il faut pas oublier que d'ici 2050, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Maripasoula, c'est à peu près 200 000 personnes. Donc c'est près de la moitié de la population guyanaise. Donc on parle pas d'un bassin qui regroupe que 10 ou 15 000 personnes. Donc il a reconnu cet enjeu-là, parce que derrière, il y a des enjeux au niveau de la gestion des déchets, il y a des enjeux au niveau de l'impact économique, au niveau du tourisme, au niveau du développement économique, etc. Donc, premièrement, il a reconnu l'importance de la construction de la route. Et deuxièmement, il dit que lui, il est d'accord. Il est plutôt d'accord. Donc aujourd'hui, l'État, par l'intermédiaire du président de la République, donc la personnalité la plus importante de la République, nous dit que de leur côté, ils sont pour. Et donc, voilà ce que je retiens. Maintenant, l'aménagement du territoire, c'est une compétence de la collectivité territoriale. Donc, c'est à nous de faire le travail. Premièrement, en annonçant officiellement que nous allons construire la route du fleuve. Aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait. Donc, l'engagement politique n'a pas encore été pris. Et justement, l'objectif de la délibération que nous allons présenter lors de la prochaine Assemblée de Guyane, justement, c'est de dire que premièrement, nous allons y aller, et deuxièmement, non seulement nous allons y aller, mais en plus nous allons financer toutes les études préalables à la construction de la route. Donc il y a des études au niveau géotechnique, il y a des études au niveau environnemental, sur la faune, sur la flore, il y a des études d'impact au niveau économique, au niveau social, mais aussi des études au niveau archéologique, au niveau anthropologique, et tout ça, ça coûte de l'argent. Je crois que 10%, vous me disiez, 10% du budget pour des études. Exactement. On estime que pour ce type de projet, les études représentent à peu près 10% du montant total des travaux.
Aujourd'hui, on a des travaux qui sont estimés à environ 300 millions d'euros. Donc, c'est à peu près 30 millions d'études. Mais encore une fois, nous n'avons que des estimations sur le coût des travaux. Et l'idée d'avoir des vraies études, c'est d'avoir le vrai coût à l'euro près du projet Route du Fleuve. Je vous ai parlé d'Emmanuel Macron et j'aimerais qu'on y revienne parce qu'au final, pour beaucoup de personnes, la Route du Fleuve, elle est un petit peu revenue sur le débat public avec les annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pourriez finalement nous expliquer dans quelle mesure ces annonces-là, d'abord étude de faisabilité que le président de la République a annoncé et le rapport que vous mettez en avant avec, vous l'espérez du coup, un engagement politique de la part de la CTG, dans quelle mesure ces deux annonces-là, elles peuvent coïncider finalement, Jessie Américain? Elles peuvent coïncider tout simplement parce que l'État, qui sera notre partenaire principal pour ce type de projet, nous dit qu'ils sont d'accord. Nous, de notre côté, maintenant c'est à nous de nous positionner politiquement pour dire que nous sommes d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'opposition. Et deuxièmement, l'État nous dit qu'ils sont d'accord. En plus, ils sont prêts à faire des études. Ça tombe bien puisque nous aussi on va faire des études. Donc voilà, je pense qu'on coïncide à tous les plans et il n'y a jamais trop d'études pour ce type de projet, puisqu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a des populations qui ont habité et qui habitent encore sur cet espace et il faudra prendre effectivement en compte l'histoire et la culture de ces populations pour construire un projet et donc pour construire l'infrastructure. Donc les études sont fondamentales. On reviendra sur le financement de ce projet dans quelques minutes parce qu'évidemment c'est un des points importants. Mais d'abord j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce groupe de travail Jessie Américain. Qu'est-ce que vous avez appris vous durant les échanges qu'il y a eu du coup pendant un an? L'idée, vous l'avez dit, c'était d'avoir des chercheurs et des experts pour avoir une vision assez globale du projet sur tout un tas de points. Est-ce qu'il y a certaines considérations, on va dire, qu'on ne développe pas assez dans le débat public dès lors qu'on parle de cette route du fleuve? Parce qu'aujourd'hui quand même, dès qu'on en parle, j'ai l'impression qu'il y a un consensus pour construire cette route. Quasiment tout le monde est d'accord pour la faire et pour aller dans cette voie-là. Mais est-ce qu'il y a des aspects finalement qu'on n'aborde pas assez d'après vous? Pour moi, ce qu'on n'aborde pas assez, c'est le projet économique, culturel et social qui doit accompagner l'infrastructure. Parce que comme vous l'avez dit, ça fait 60 ans que tout le monde est d'accord sur le désenclavement de la Guyane. Mais depuis 60 ans, il ne s'est pas passé grand-chose concrètement. Et ce qu'on oublie, c'est de dire que il y a des populations qui habitent dans cette zone et demain, si on construit un projet, il faudra un projet économique qui accompagne l'infrastructure. Un vrai projet de développement. Un vrai projet de développement. Oui. Et ce qui est intéressant dans le groupe de travail, c'est que dans le groupe de travail, il y a des personnalités qui ne sont pas spécialement en faveur de la route du fleuve. Et c'est ça qui est intéressant intellectuellement. C'est-à-dire que on peut considérer que construire une route, c'est obligatoirement facteur de développement économique. Mais c'est pas forcément le cas. Donc, c'était la nuance qui était apportée par certains chercheurs. Mais on a su trouver des éléments de réponse. Et voilà, ce qu'on oublie un peu, c'est plutôt ça. Il faut une infrastructure fondamentale, puisque ça aura des impacts au niveau économique. Ça, notamment, on pense au tourisme, par exemple. On pense à la gestion des déchets. Mais il faudra effectivement travailler sérieusement sur un projet. Et là, il faudra que tous les acteurs concernés participent à l'élaboration de ce projet, mais il faut un projet de développement économique qui accompagne l'infrastructure. Ça veut dire quoi très concrètement, projet de développement? Parce que ça paraît énorme et considérable, ça doit passer par quel genre de choses très concrètement? Par exemple, il faut savoir exactement, avec l'arrivée de la route, quels sont les secteurs d'activité sur lesquels on va investir. Oui. Et donc, il faut des gens qui mettent de l'argent derrière. Pour créer de l'emploi directement sur place. Pour créer de la richesse et pour créer de l'emploi. Un secteur d'activité qu'on peut citer, c'est le tourisme. Par exemple, puisque c'est un territoire avec un fort potentiel touristique. On peut citer, par exemple, l'agriculture, avec des produits qui sont de la zone qu'il faudra structurer et valoriser. On pense notamment au couac, par exemple. On peut prendre l'exemple aussi de toute la partie médecine traditionnelle. C'est des choses qu'il faudra valoriser. La gestion des déchets, qui est un secteur d'activité réglementaire, parce que nous n'avons pas le choix. La réglementation nous oblige à développer ces secteurs d'activité, mais c'est un secteur qui crée de la richesse et qui crée des emplois. Donc, il faut penser à des systèmes de valorisation des déchets autonomes sur place.
Et tout ça, ça crée de la richesse, ça crée des emplois. Ouais, parce que si on ne fait pas ce travail-là, finalement, d'avoir une vraie vision globale sur le développement de tout le bassin du Maroni, il y a le risque, et c'est d'ailleurs un des points que le rapport aborde, le risque que la région, en fait, elle se vide et que des habitants, via cette route, en fait, migrent vers le littoral, Saint-Laurent et pourquoi pas Kourou-Cayenne. C'est un risque qu'il faut pas négliger, mais moi, c'est pas ce que je pense. Oui. Je pense que justement, la route va permettre puisqu'il faut pas oublier qu'il y a des communes, mais tout autour des communes, il y a des campus. Ah oui. Et ça va permettre justement à ces personnes de pouvoir avoir une vision à long terme sur leur lieu de vie. De se dire concrètement que j'ai envie d'aller faire des courses à Saint-Laurent-du-Maroni, je vais faire mes courses, ça me prend 3-4 heures, après je reviens. Aujourd'hui, avec la pirogue, c'est pas possible. Alors, autre point important de Jesse Américain que vous détaillez dans le rapport, c'est le fait d'inclure en fait les populations dans le projet. Vous parlez de participation citoyenne pour éviter les erreurs qui ont été faites, notamment avec la route de Saint-Georges et celle d'Apatou. Elle doit passer par quoi exactement et concrètement cette co-construction avec les habitants? Oui, ce que nous disons, c'est que il faut que les populations locales, puisqu'il y en a plusieurs, il faut que les populations participent du début jusqu'à la fin du projet. Oui. Et concrètement, ça passe par des comités d'habitants qui vont se réunir et qui vont non seulement donner leurs avis, mais qui vont suivre la construction du projet, donc voir concrètement comment l'avis qui a été émis a été pris en compte dans le projet. Donc c'est des comités d'habitants qui vont vivre tout le long du projet, parce qu'effectivement, parfois on a des projets qui arrivent et on a l'impression que les populations locales n'ont pas du tout été consultées. Ouais. Et on se retrouve à la fin avec des blocages, des manifestations, et on se retrouve avec recours en blocages, justice, des manifestations, des recours en justice. Ça coûte de l'argent et ça nous fait perdre beaucoup de temps. Et c'est ce que nous voulons éviter justement avec ce projet, parce qu'il faut que la population s'approprie le projet, parce que c'est le projet des gens en fait. Oui. C'est le projet de la population. Donc il ne faut pas que la population se disent que c'est un projet qui est contre ces pratiques culturelles notamment. Se l'approprier notamment sur la question du tracé, en fait, très concrètement de la route d'Apatou jusqu'à Maripasoula. Oui, une des recommandations, c'est une recommandation au niveau du tracé, puisque nous recommandons que la route soit, je synthétise, nous recommandons que la route soit tracée au plus près du fleuve, tout en laissant la possibilité aux habitants de continuer à développer leurs pratiques culturelles. Donc ça peut être au niveau des abattis. Il ne faut pas oublier que tout le long du fleuve, il y a par exemple des lieux sacrés. Et il faut pouvoir maintenir ces lieux sacrés et les protéger. Oui. Donc une route au plus près du fleuve, mais en même temps qui soit assez loin des espaces culturels des habitants. Mais on sait qu'une route, c'est toujours un compromis entre la partie technique et la partie financière. Donc c'est une recommandation qu'il faudra suivre, et c'est justement via les comités d'habitants qu'on pourra suivre ces recommandations. Oui, parce que d'ailleurs, je le précise, sur la question du tracé de cette route, il y a deux possibilités. Dans le rapport, vous faites référence à une étude qui date de 2007 et qui recommandait de construire la route au plus près du fleuve, mais il y avait un autre tracé qui était un petit peu plus éloigné, un petit peu en fait finalement comme le tronçon entre Apatou et Saint-Laurent. C'est le choix qui a été fait en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc vous faites référence à l'avant-projet sommaire littéraire de 2007 qui a été commandé par la région à l'époque. Et donc qui proposait deux fuseaux. Un fuseau près du fleuve, donc d'Apatou à Maripasoula, qui faisait à peu près 200 km, d'Apatou à Maripasoula, et puis un fuseau qu'on appelle un fuseau intérieur, donc qui était plus à l'intérieur des terres, mais qui était plus lent. Et donc là l'idée, c'est exactement un peu sur le modèle d'Apatou, mais pas vraiment, puisque bon, on a vu à Apatou, c'est un peu compliqué, puisque parfois on a tout simplement dû demander aux gens de quitter leurs abattis. On va pas oublier à Apatou. Et donc c'est ça qu'on veut éviter. Donc même si l'idée c'est d'avoir une route qui soit pas trop près des espaces culturels, mais en même temps il faut que la route ait un impact positif demain, lorsqu'elle va arriver au niveau des villages et des communes. Et c'est entre autres la raison pour laquelle la route ne passera pas par les villages, mais il y aura des bretelles en fait, c'est ça, pour connecter les différents bourgs et les campus. En tout cas, c'est une recommandation, puisque derrière, comme je l'ai dit, bien sûr. Concrètement, il faudra voir on parle pas du projet dans sa version définitive. C'est une recommandation. La recommandation, c'est effectivement qu'il y ait des bretelles, mais des bretelles pas trop longues, parce que il faut que ce soit vraiment des routes qui soient connectées directement aux communes et aux campus.
Alors, en termes de coûts et d'investissement, on a commencé à en dire quelques mots tout à l'heure, mais ce serait pas mal d'y revenir un petit peu. Ce rapport dont on a parlé de 2007, il parlait à l'époque de 240 millions d'euros. Aujourd'hui, on est plutôt sur 300 millions d'euros, Jesse Américain, c'est ça? Oui, encore une fois, nous sommes des estimations et l'avantage d'avoir de vraies études, c'est qu'on aura enfin le vrai coût de l'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, on fait des estimations, mais voilà, on estime que la route coûterait à peu près entre 300 et 350 millions. Mais bon, c'est des estimations. Moi, j'ai pas envie de m'avancer. D'où l'idée des études. Mais oui, c'est des montants conséquents pour ce type de projet. Mais nous avons des outils à mobiliser justement pour financer ce type de projet. Il y a par exemple le contrat de convergence et de transformation, qui est un partenariat entre l'État et les collectivités locales qui permet d'avoir des projets d'investissement à long terme. Donc c'est un outil qu'il faudra mobiliser, mais c'est pas le seul outil. Il faudra aussi mobiliser des fonds gouvernementaux parce que c'est un projet important. Mais tout ça, ça va passer par 2 étapes que j'ai déjà citées. Premièrement, la CTG doit s'engager politiquement, financer les études, et puis en attendant la fin des études, on a la possibilité de monter une maquette financière. Parce que rien que les études, ça va durer à peu près 2-3 ans. D'accord. Donc pendant ce temps-là, on a largement la possibilité de monter une maquette financière et de mobiliser les outils nécessaires pour construire la route, surtout que notre partenaire principal, qui est l'État, nous dit qu'ils sont déjà plutôt favorables. 2-3 ans d'études et ensuite 7 ans de travaux, non? Un petit peu plus, un petit peu moins, ça... Oui, il faut compter, ça va prendre du temps. Il faut compter au moins 7, on va dire 6-7 ans de travaux. Ça dépend de comment les travaux se passent. Ça. Oui, si c'est aussi long qu'entre Papa Icheton et Marie Passoula, ça va prendre pas mal de temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet qui est largement à notre portée si nous avons la volonté politique. C'est ça qu'il faut retenir. On est en 2024, Jesse Américain. Comment est-ce que vous expliquez, justement, on l'a dit, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on entend parler de ce projet-là. Comment est-ce que vous expliquez la lenteur dans la prise de décision politique et administrative, finalement? Moi, ça me paraît hallucinant. Moi, parfois, je me dis, mais comment je peux me retrouver aujourd'hui en 2024 à encore essayer de convaincre des gens qu'il faut mettre 30 millions d'euros pour faire des études sur la route du fleuve, quoi. Pour moi, c'est hallucinant. J'arrive pas à me l'expliquer. Donc, politiquement, pourquoi ça s'est pas fait? Je pense qu'il n'y avait pas la volonté politique. Peut-être aussi parce que les acteurs politiques du territoire n'ont pas compris l'enjeu de la route du fleuve. Parce que la route du fleuve, c'est pas un projet juste des populations du fleuve, c'est un projet guyanais. Et moi, de mon point de vue, en termes d'impact sur la population, c'est l'infrastructure la plus importante de la prochaine décennie, en termes d'impact concret sur la population. Parce qu'aujourd'hui, si on veut aller à Kourou, il y a des difficultés, mais on prend sa voiture. Si on veut aller à Saint-Laurent, il y a des difficultés, mais on prend sa voiture. Si on veut aller à Saint-Georges, on peut y aller. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de connexion entre la Guyane du littoral et la Guyane de l'intérieur. Donc non seulement ça a de l'impact au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, mais au niveau symbolique, ça a une portée énorme, puisque c'est la première fois qu'on va relier la Guyane du littoral à la Guyane de l'intérieur. D'ailleurs, pour qu'on se rende compte, vu qu'on parle un petit peu de gros sous là depuis quelques minutes, j'ai regardé le pont du Larivot qui est en train d'être construit, c'est 250 millions d'euros. Donc à peu près le coût que la route du fleuve dont vous parlez dans le rapport. C'est ça. Je fais ce parallèle parce qu'à chaque fois l'argument c'est à peu près le même et qui revient de dire ça coûte trop cher en fait. Ça coûte trop cher de construire cette route. Sauf que la différence entre le pont du Larivot et la route du fleuve, c'est que pour le pont du Larivot, le maître d'ouvrage, c'est l'État. Oui, le maître d'ouvrage, c'est l'État. Aujourd'hui, je pense que le maître d'ouvrage, ce sera la CTG, puisque je pense qu'on sera sur une route équivalente à ce qu'on a sur Apatou, puisque sur Apatou, on est sur une route départementale. Et donc, je pense qu'on partira également sur une route départementale qui va relier Apatou à Papa Icheton. Donc, c'est des coûts importants, mais vu l'impact du projet, encore une fois, c'est près de 200 000 personnes sur la portion Saint-Laurent-du-Maroni, Marie Passoula. Donc, c'est près de la moitié de la population guyanaise. Et c'est plus que nécessaire.
c'est plus que nécessaire. Est-ce qu'il y a eu un changement, on va dire, dans les mentalités de beaucoup de monde avec les travaux notamment du collectif Apache qui milite beaucoup depuis ces dernières années sur la construction de la route du fleuve, mais pas que, parce que eux, ils ont aussi un projet de désenclavement global de toute la Guyane avec cette route Bélizon-Maripasoula. Voilà, est-ce que vous constatez finalement qu'il y a eu une amélioration dans les débats qui sont menés grâce en partie à leurs travaux, aux travaux du collectif Apache? Je salue le collectif Apache, puisque effectivement, je pense qu'ils ont voulu porter ce sujet au plus haut niveau. Et donc c'est une initiative qu'on ne peut que saluer. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que on parle beaucoup. Ça fait un moment qu'on parle beaucoup. Comme je vous l'ai dit, ça fait 60 ans que nous sommes tous d'accord. Des réunions, des copiles. Voilà, nous sommes tous d'accord sur le désenclavement de la Guyane. Ça fait 60 ans. Donc on n'est pas là, on n'est pas à l'heure où il faut se dire lui il faut qu'il soit d'accord, lui il faut pas qu'il soit d'accord. Maintenant il faut y aller. Et moi c'est ce que je dis, c'est que nous avons la possibilité de prendre des décisions politiques pour dire que nous allons construire la route du fleuve. Il faut y aller maintenant. Et pour quelle raison, dans ce groupe de travail, vous vous êtes intéressé uniquement à la route du fleuve et pas à cet autre projet du coup qui consiste à relier en gros Maripasoula à Bélizon puis à Cayenne? Tout simplement parce que c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même histoire et c'est pas les mêmes populations qui habitent la zone. Et donc, de mon point de vue, il faut faire ce travail sur cette portion. Mais il faut commencer quelque part. Et j'ai pris la décision personnellement de privilégier la portion Saint-Laurent-Maripasoula par rapport à l'impact que ça va avoir sur la population et par rapport au nombre de personnes. Encore une fois, on parle de la moitié de la population guyanaise. Et donc, c'est un travail qu'il faut mettre en place aussi, de mon point de vue, de l'autre côté. Mais moi, je ne peux pas tout faire. Dernière question de Jessie Américain. On a commencé en parlant des scientifiques, des chercheurs qui avaient été inclus dans ce groupe de travail. Est-ce qu'il y a une volonté de leur part aussi de s'intéresser, comment dire, à ce que la route pourrait changer aussi pour les habitants, leur mode de vie, leur culture, parce qu'une route c'est quand même quelque chose, ça pourrait changer beaucoup de choses. Oui, effectivement, et donc c'est pour ça qu'on a fait cette recommandation de dire qu'il faut un projet global au niveau économique, mais aussi au niveau culturel, parce que la route, ça peut apporter des éléments positifs, mais ça a des risques. Ça a des risques et un des risques qu'on a cité, c'est justement que la population soit pas assez préparée à l'arrivée de cette route. D'où l'intégration dès le départ des populations locales dans l'élaboration du projet. On l'a bien compris, vous voulez intégrer tout le monde, à la fois les politiques, les populations, mais aussi les scientifiques. Merci beaucoup, Jessie Américain. Merci à vous pour l'invitation. D'avoir été avec nous ce matin. S'il y a des auditeurs qui ont envie de lire ce rapport, est-ce qu'ils peuvent le trouver quelque part? Oui, on va communiquer, puisqu'on attend que le rapport soit présenté à l'Assemblée de Guyane à la CTG, pour le diffuser. Mais il y aura un lien pour télécharger le rapport qu'on va largement communiquer. Et on va transmettre, en tout cas, on va communiquer le rapport au plus grand nombre. Et il y a aussi une conférence qui est prévue à l'Université de Guyane, après la présentation du rapport à la CTG, en partenariat avec les chercheurs de l'Université de Guyane. Et on préviendra tout le monde une fois que le rapport sera en ligne. Merci. Donc, encore, Jessie Américain. Disponible pour tout le monde. Très bonne journée à vous, à bientôt.